Bonjour, alors que Joe Biden va devenir le 46e président des États-Unis, nous continuons cette radiographie de l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique que laisse Donald Trump, le républicain, et dont va hériter donc le démocrate Joe Biden. Ce chemin, nous le faisons avec les chercheurs de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, une institution prestigieuse de recherche en France. Nous recevons Yann Philippe. Yann Philippe, bonjour. Bonjour. Donc vous travaillez sur les questions de police de la première moitié du XXe siècle, donc on va essayer d'aller beaucoup plus loin puisque nous allons aujourd'hui, vous êtes historien. La première question, c'est on se souvient que le meurtre de George Floyd avait déclenché de nombreuses manifestations, tant aux États-Unis que dans le monde. Il y avait eu beaucoup d'appels à réformer la police américaine. Où en est-on aujourd'hui de ce mouvement et de ces appels à la réforme ? Oui, alors le meurtre de George Floyd a constitué un véritable détonateur et a contribué à faire bouger l'opinion considérablement. Ceci dit, il me semble qu'on se situe dans une séquence légèrement plus longue. On peut parler d'une séquence qui s'ouvre en gros en 2014 avec les événements de Ferguson. Et déjà en 2015-2016, de nombreux États ont passé des lois pour que la police rende des comptes à la population, à l'opinion publique, etc. Et juste rappelons Ferguson, c'était... Voilà, donc un autre homicide policier qui, du coup, a suscité des protestations massives dans un cadre où le mouvement Black Lives Matter s'était déjà structuré, a provoqué des soulèvements et une première prise de conscience de problèmes systémiques de violence policière, même si, et c'est là la différence avec la période, avec cette année, les sondages qui ont été faits à cette époque montrent qu'il n'y avait pas une majorité d'Américains pour considérer qu'il y avait véritablement un problème majeur à l'échelle du pays dans les forces de police, alors que, visiblement, à partir de juin 2020, c'est une idée qui commence à être acceptée par une majorité d'Américains. Alors, ces événements se sont produits en pleine campagne électorale. De quelle manière les deux candidats, que ce soit Trump et Biden, ont réagi et comment aujourd'hui, par exemple, Biden se présente-t-il face à ces questions ? Alors, les deux candidats ont pris des positions en partie inversées. Donald Trump a fait le choix d'accentuer son message sécuritaire, de se placer quasi systématiquement derrière les policiers et de traiter les manifestants, même pacifiques, souvent de voyous, voire de terroristes. Et évidemment, son message s'est accentué au fur et à mesure que certains soulèvements dégénéraient ou qu'il y avait des pillages, etc. Joe Biden, qui a historiquement eu un positionnement assez favorable aux forces de l'ordre, a contribué à modifier son approche et à essayer d'avoir une position équilibrée de dénonciation des violences systémiques de la part de la police et en même temps de soutien aux bons policiers, aux chefs de police réformateurs, etc. Donc, une position relativement qu'il a cherché à équilibrer de manière à pouvoir attirer le plus grand nombre possible d'électeurs, donc de ne pas fâcher ceux qui avaient peur des soulèvements et en même temps de pouvoir attirer notamment le vote noir qui était décisif pour l'élection présidentielle. Alors, avant de nous pencher sur ce que pourrait faire Biden, juste une question sur... parce que parmi ce mouvement de réforme de la police, une partie réclame même l'abolition des forces de l'ordre. Alors, qu'est-ce que représente ce mouvement aux États-Unis et est-ce qu'il est important, même au sein de la gauche ? Alors, il est tout à fait important. Il est important en tout cas dans l'expression des idées. Numériquement, c'est assez difficile d'avoir une idée précise de sa représentativité au sein de la population américaine et effectivement au sein de la gauche, parce que c'est quasiment uniquement la gauche qui se situe sur cette ligne. Il me semble qu'il y a un bon test qui est celui de Minneapolis, où le conseil municipal, dans la foulée du meurtre de George Floyd, a voté une telle abolition de la police, pour ensuite revenir en arrière et devant la difficulté qu'il y avait à mettre en place
pratiquement une telle abolition de la police. Et du coup, certains conseillers municipaux ont indiqué qu'en fait, il s'agissait d'un vote symbolique pour dire qu'il fallait des réformes majeures, mais qu'ils ne savaient pas exactement comment faire. Et au sein même des quartiers défavorisés, de la communauté afro-américaine, les avis sont assez divergents. Donc les plus activistes sont souvent du côté soit de l'abolition, soit d'un définancement majeur de la police, mais un certain nombre d'autres habitants considèrent que ça ne ferait qu'aggraver les choses, que ce sont déjà des quartiers difficiles, affectés par une criminalité importante, et ils ont aussi parfois peur que ces appels à l'abolition de la police conduisent la police à ne plus rien faire et à ne plus intervenir, et on n'est pas encore tout à fait sûr, mais il semblerait qu'il y ait une légère hausse de la criminalité au cours de l'année 2020 et d'un certain nombre d'homicides. Voilà, donc la population est relativement divisée sur cette question, et dans tous les cas, il n'y a sans doute pas de majorité à l'échelle soit d'une ville, soit plus encore de la nation américaine pour des réformes aussi radicales. Alors vous parlez de division. Est-ce qu'on sait par exemple si les forces de l'ordre ont penché plutôt pour Trump ou pour Biden au moment de l'élection du 3 novembre? Alors, les deux candidats ont revendiqué des soutiens policiers. Mais si on regarde précisément, Biden a plutôt eu le soutien de chefs de la police, alors que Trump a eu le soutien des policiers de terrain. Et de façon très révélatrice, les syndicats policiers soutenaient très très fortement Trump. Les deux principales fédérations de syndicats policiers ont soutenu officiellement, ont adoubé le candidat Trump, ce qui est relativement inédit dans l'histoire récente des États-Unis. En général, on a une fédération qui soutient le candidat démocrate, une fédération qui soutient le candidat républicain. Et on a observé une forme de radicalisation de policiers, de droitisation d'un certain nombre de policiers qui ont penché très fortement du côté de Trump et l'ont même exprimé publiquement au risque parfois de petites sanctions disciplinaires. Alors, après l'assaut sur le Capitole par des partisans de Trump et par l'extrême droite, Joe Biden a eu un discours assez dur et a dénoncé le deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'il a dit, si ça avait été des manifestants de Black Lives Matter, il y aurait eu un déploiement de force énorme. Et là, ce qu'on a vu, c'est même des policiers qui ont, semble-t-il, fraternisé même avec les partisans. Alors, qu'est-ce que ça dit de l'état de la police? Est-ce qu'on peut en faire une généralité ou c'est juste un élément de maintien de l'ordre qui a failli? Alors, c'est assez difficile à dire si on considère la spécificité de la police du Capitole. C'est une toute petite force de police à l'échelle de la nation, c'est 2000 personnes. Donc, je ne sais pas si on peut en tirer des leçons sur les relations entre les policiers et la population de manière générale, mais ce qui est très évident et ce qui est apparu de façon éclatante à tous les observateurs et même avant Biden, c'est cette inégalité de traitement considérable entre des manifestants qui protestaient contre les violences policières. On a vu des images en juin à Washington lors de manifestations. On a vu que il y avait une répression très forte, violente de la part des forces de police contre des manifestants pacifiques, notamment quand il a fallu évacuer un parc qui était sur le chemin de Donald Trump allant faire une déclaration enregistrée. Donc ce deux poids deux mesures est apparu de façon flagrante à beaucoup, et il me semble que ça peut constituer un aiguillon pour les réformes, puisqu'il va y avoir une demande sociale très importante, et même ceux qui pouvaient douter de l'inégalité de traitement en ont vu aujourd'hui la preuve flagrante, d'autant plus que les condamnations de cette intrusion violente au sein du Capitole semblent relativement partagées aujourd'hui aux États-Unis. On gagne une partie du Parti républicain qui se désolidarise peut-être en partie du président Trump. Donc il me semble que c'est un élément favorable. Et l'autre élément qui sera considéré, c'est celui du bilan humain.
Donc on sait qu'un policier est mort au cours de ces affrontements, qu'une victime est aussi à compter parmi les émeutiers. Donc, dans l'appréciation des modes d'action de la police, cela peut aussi entrer en compte. Alors, vous évoquiez d'éventuelles futures réformes. Alors, qu'est-ce que Joe Biden a l'intention de faire? On a vu qu'il a nommé que le ministre de la Justice qui fera partie de son administration est plutôt quelqu'un de progressiste, qui semblerait qu'il va vouloir ouvrir des enquêtes sur les violences policières, le racisme, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Tout ce qu'a annoncé pour l'instant Joe Biden est assez classique. On dira, il se situe dans la tradition de l'administration Obama, dont il a été le vice-président, voire de l'administration Clinton auparavant. Ce qu'il compte faire, c'est... alors, il n'y a pas de solution nationale au problème des violences policières, puisqu'on est dans un État fédéral, la police est décentralisée, et il y a un enchevêtrement de responsabilités qui fait que les questions policières relèvent des États, pour ce qui est du droit, et les États délèguent en général aux villes, aux municipalités, aux comtés, la responsabilité d'organiser les forces de police et le commandement. Donc forcément, il ne peut pas y avoir de solution qui soit imposée d'en haut depuis Washington. Et donc ce que peut faire Biden, c'est utiliser le pouvoir du département de la justice, qui est sous les ordres donc, du ministre de la Justice, Attorney General, aux États-Unis. Et alors, si on regarde ce qui a filtré des propositions de nomination, on s'aperçoit que Biden continue sa stratégie conciliatrice, centriste, on pourrait dire, de compromis, alors qui sera sans doute difficile à tenir, mais qui est assez intéressante. Donc, le futur ministre de la Justice, d'après ce qu'on en sait, devrait être un ancien juge plutôt centriste, qui a été plutôt favorable aux forces de l'ordre dans le passé, Merrick Garland. Mais le reste de la composition du ministère de la Justice donne une part plus importante à des gens qui sont plus favorables à des réformes d'envergure, notamment des gens qui ont eu un rôle sous Obama dans la division pour les droits civiques du ministère de la Justice, et qui pourraient avoir une politique plus proactive, plus incitatrice. Alors, un des moyens que peut utiliser le ministère de la Justice fédérale, c'est un droit d'enquête qui a été créé par une loi de 1994 de lutte contre la criminalité, dont Biden a été un des principaux architectes, et qui donne un droit d'enquête au ministère de la Justice sur des forces de police qui remettraient en cause de manière régulière les droits constitutionnels des citoyens. Ce qui semble avéré dans un certain nombre de cas aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce pouvoir donné au pouvoir fédéral, ce pouvoir fédéral a été appliqué de façon très différente selon les administrations. Donc il a été créé sous Clinton, l'administration a tout de suite mis en place ce pouvoir d'enquête. Il a été utilisé de façon un peu réticente sous Bush, à nouveau de façon importante sous Obama, avant d'être complètement mis en sommeil sous l'administration Trump. Voilà, donc c'est un pouvoir alors, qui peut être en partie contraignant, puisque ça peut aboutir à un accord entre une force de police et le ministère de la Justice, avec un juge qui peut surveiller l'application de cet accord. Vous évoquiez donc ces syndicats de police. Quelle est leur force, quel est leur pouvoir? Alors, les syndicats de police ont construit un pouvoir très important depuis la fin des années 60 aux États-Unis. Donc, dans le contexte des émeutes urbaines des années 60, ils se sont posés en rempart de la loi et de l'ordre. Et ils ont un nombre très important de membres affiliés, de syndiqués. Et ils ont réussi à obtenir des conventions collectives qui sont très favorables et qui rendent difficiles les actions disciplinaires contre les policiers et le renvoi, le licenciement de policiers qui auraient commis des actions violentes ou qui auraient eu des comportements racistes. Voilà. Donc ça va être une des principales difficultés auxquelles seront affrontés les réformateurs, y compris le président Joe Biden et Kamala Harris. C'est parce que souvent ces conventions collectives peuvent s'imposer, par exemple aux chartes municipales, voire parfois aux droits des États.
Donc là, il va y avoir une partie difficile pour les réformateurs et il va falloir utiliser différents leviers pour amener les syndicats policiers à accepter des réformes. Et donc, on va avoir un échange politique où il y aura des pressions des activistes. Black Lives Matter va avoir un rôle prédominant à jouer. Des pressions politiques. Les hommes politiques vont devoir aussi jouer un rôle réformateur. Et ils vont sans doute devoir prendre à partie l'opinion publique et entrer en relation, nouer des relations avec les dirigeants policiers. Donc c'est ce jeu complexe qui va se nouer entre législateurs, maires, dirigeants policiers et la base policière. Et donc on verra ce qu'il en ressort exactement. Mais c'est vraiment le point principal qui risque de faire achoper les réformes. Merci Yann Philippe. Merci beaucoup à vous. Alors nous continuons donc notre radiographie de l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique dont va hériter Joe Biden, le 46e président des États-Unis. C'est un voyage, un chemin que nous allons parcourir avec les chercheurs de l'EHESS dans le cadre de ce partenariat.